Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de cette bibliothèque qui fermait à 22 heures, sauf pour ceux qui restaient. Je m'appelle Anaïs, j'ai 28 ans et j'ai travaillé pendant près de 2 ans comme bibliothécaire dans un établissement municipal du centre-ville, la bibliothèque Sainte-Cécile. C'était un bâtiment ancien, construit à la fin du 19e siècle, avec ses hauts plafonds moulurés, ses rayonnages de bois sombre, ses escaliers en fer forgé qui grinçaient sous chaque pas. J'aimais profondément cet endroit, son odeur de vieux papier et de cire, cette atmosphère un peu solennelle qui régnait entre ces murs, comme si le temps y avançait plus lentement qu'ailleurs. J'avais obtenu ce poste après mes études, ravi de pouvoir travailler dans un lieu aussi chargé d'histoire, sans imaginer une seconde à quel point cette histoire allait finir par me rattraper personnellement. Mes premiers mois de travail s'étaient déroulés sans le moindre incident notable, rythmés par les allées et venues des étudiants, des retraités passionnés de généalogie et des enfants venus assister aux séances de lecture organisées chaque mercredi après-midi. J'appréciais particulièrement les fins de journée, ce moment où la lumière déclinante traversait les hautes fenêtres pour venir illuminer la poussière en suspension au-dessus des tables de lecture, créant une atmosphère presque irréelle dans le silence feutré des lieux. Mes collègues formaient une équipe soudée, une dizaine de personnes en tout, dont certains travaillaient là depuis des décennies et connaissaient chaque recoin du bâtiment mieux que leur propre domicile, capables de retrouver n'importe quel ouvrage les yeux fermés dans ce labyrinthe de rayonnage centenaire. Rien, absolument rien dans cette routine paisible et studieuse ne laissait présager les événements qui allaient bouleverser ma perception de ce lieu que je pensais pourtant si bien connaître après plusieurs mois passés à en arpenter chaque couloir. La bibliothèque fermait officiellement ses portes au public à 22 heures, un horaire tardif justifié par sa fréquentation importante d'étudiants venant y réviser le soir, en particulier pendant les périodes d'examen. Mon rôle, plusieurs soirs par semaine, consistait à assurer la fermeture, vérifier que chaque salle était vide, éteindre les lumières étage par étage et verrouiller les grandes portes de bois massif donnant sur la place. C'était une routine que je connaissais par cœur, presque apaisante dans sa répétition, ce moment où le bâtiment se vidait progressivement de ses visiteurs et retrouvait un calme que j'appréciais particulièrement. Je n'avais jamais rien remarqué d'anormal durant ma première année de travail, si ce n'est quelques bruits occasionnels que j'attribuais sans y réfléchir davantage à la vétusté naturelle d'un bâtiment aussi ancien. Le bâtiment comptait 3 niveaux distincts, un rez-de-chaussée consacré aux collections modernes et à l'accueil du public, un premier étage abritant la salle des périodiques et les espaces de lecture les plus fréquentés, et enfin un second étage, plus ancien et plus sombre, que nous appelions entre collègues l'aile historique. C'est précisément dans cette aile historique que se trouvait la fameuse salle des archives, un espace voûté aux allures presque médiévales, où étaient conservés les ouvrages les plus précieux et les plus anciens de toute la collection municipale, certains remontant à plusieurs siècles. Ma ronde de fermeture m'imposait de traverser systématiquement chacun de ces espaces, dans un ordre précis établi par la direction, terminant toujours par cette aile historique avant de redescendre verrouiller définitivement les portes principales du rez-de-chaussée. Cette organisation, purement pratique à l'origine, allait rapidement prendre une toute autre signification à mes yeux, à mesure que les événements que je vais vous raconter ce soir allaient venir bouleverser ma tranquillité professionnelle. Tout a commencé à changer un soir d'automne, alors que je procédais à ma ronde habituelle de fermeture, vérifiant méthodiquement chaque salle de lecture avant de couper les lumières. En arrivant dans la salle des périodiques, au deuxième étage, j'ai eu la nette impression que quelqu'un venait tout juste de quitter la pièce, une chaise encore légèrement reculée de sa table, un journal ouvert à une page précise. J'ai vérifié consciencieusement, appelant à voix haute pour m'assurer qu'aucun lecteur ne s'était simplement attardé au-delà de l'heure de fermeture, comme cela arrivait parfois avec les étudiants les plus absorbés par leur révision. Personne n'a répondu, la salle semblait parfaitement vide, et j'ai refermé le journal avant d'éteindre les lumières, me disant que j'avais probablement moi-même dérangé cette chaise plus tôt dans la soirée, sans m'en souvenir précisément. J'ai repensé à cet épisode le lendemain matin, cherchant à me convaincre qu'il s'agissait effectivement d'un simple oubli de ma part, une explication somme toute banale pour un détail qui ne méritait pas davantage d'attention de ma part. Mais 2 jours plus tard, un incident similaire s'est reproduit, cette fois dans la salle de lecture principale du premier étage, où j'ai retrouvé plusieurs ouvrages soigneusement empilés sur une table que j'étais pourtant certaine d'avoir vérifié vide seulement 1 heure auparavant lors de ma première ronde. J'ai commencé à consigner ces incidents dans un petit carnet personnel, non pas par superstition, mais par simple rigueur professionnelle, cherchant à identifier un schéma logique qui pourrait m'aider à comprendre l'origine réelle de ces dérangements récurrents.
Cette démarche méthodique, loin de m'apaiser, a fini par révéler une régularité troublante, la quasi-totalité de ces incidents se produisant systématiquement dans un périmètre restreint autour de l'aile historique du bâtiment, et presque toujours après 21h30. Les jours suivants, ce genre de détail s'est répété avec une régularité qui a fini par attirer mon attention de manière plus sérieuse, des livres retrouvés ouverts sur des tables que j'étais certaine d'avoir vérifiées vides quelques minutes auparavant. J'ai commencé à noter mentalement ces incidents, cherchant une explication rationnelle, peut-être un collègue distrait, peut-être des lecteurs particulièrement discrets que je ne parvenais pas à repérer lors de mes rondes de fermeture. Mais l'explication la plus troublante m'est venue un soir où j'ai retrouvé, sur une table de la grande salle de lecture, un livre que je connaissais pourtant parfaitement, un ouvrage rare que nous conservions habituellement dans la réserve fermée à clé, inaccessible sans autorisation spéciale. J'ai vérifié la réserve immédiatement, la porte était toujours verrouillée comme je l'avais laissée, et pourtant ce livre précieux se trouvait bel et bien ouvert sur une table publique, comme si quelqu'un l'avait consulté tranquillement quelques instants plus tôt. J'ai commencé à ressentir une appréhension grandissante à l'approche de chaque fermeture, une sensation diffuse d'être observé depuis les rayonnages les plus sombres, particulièrement dans l'aile ancienne du bâtiment, que nous appelions entre collègues la salle des archives. Cette salle, moins fréquentée que les autres, abritait les collections les plus anciennes de l'établissement, des ouvrages datant parfois du XVIIIe siècle, ainsi que les archives municipales que peu de visiteurs venaient consulter en dehors de quelques chercheurs spécialisés. J'évitais autant que possible d'y effectuer seule ma ronde de fermeture, préférant y passer rapidement, allumant et éteignant les lumières sans m'attarder davantage que nécessaire dans cet espace qui me mettait mal à l'aise sans que je sache vraiment pourquoi. Mon malaise s'est confirmé un soir où, alors que je m'apprêtais à quitter cette salle après avoir éteint les lumières, j'ai entendu distinctement le bruit caractéristique d'une page qu'on tourne provenant de l'obscurité complète que je venais tout juste de créer derrière moi. Je me suis figé sur le pas de la porte, ma main encore posée sur l'interrupteur, incapable pendant de longues secondes de me résoudre à rallumer la lumière pour vérifier ce qui venait de produire ce bruit si précis, si reconnaissable entre tous pour quiconque avait passé sa vie entouré de livres. J'ai fini par rallumer, le cœur battant, pour découvrir la salle parfaitement vide, aucun livre ouvert sur les tables, aucune trace visible d'une quelconque présence, seulement ce silence pesant qui semblait désormais habiter chaque recoin de cette pièce chargée d'histoires anciennes. J'ai quitté la salle ce soir-là plus rapidement que d'habitude, refermant la porte derrière moi avec un soulagement que je n'aurais jamais imaginé ressentir pour un simple geste aussi routinier que la fermeture d'une bibliothèque municipale. Ce bruit de page tournée est devenu dans les semaines suivantes un phénomène presque quotidien lors de mes rondes de fermeture, toujours localisé dans cette même salle, toujours au moment précis où je m'apprêtais à en éteindre les lumières et à en refermer la porte. Je me suis interrogée sérieusement sur mon état mental à cette période, me demandant si la fatigue accumulée par mes horaires décalés ne commençait pas à altérer sérieusement ma perception du réel dans ce bâtiment que je fréquentais désormais avec une certaine anxiété. J'ai même envisagé un temps de demander un changement d'affectation vers un autre établissement municipal, une idée que j'ai finalement écartée, refusant de céder à ce que je considérais encore comme une simple fatigue nerveuse passagère plutôt qu'un véritable phénomène surnaturel. J'ai également commencé à remarquer d'autres détails troublants, un parfum discret de tabac ancien flottant parfois dans l'air de cette salle, alors qu'il était formellement interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment depuis des décennies et qu'aucun employé actuel n'était fumeur à ma connaissance. Ce parfum s'accompagnait souvent d'une légère odeur de cire à cacheter, une odeur ancienne, presque désuète, que je n'avais jamais sentie ailleurs dans le bâtiment et qui semblait provenir directement des rayonnages les plus anciens de cette salle mystérieuse. J'ai fini par me confier à Bernard, un collègue plus âgé qui travaillait à la bibliothèque depuis près de 30 ans, en espérant qu'il pourrait m'apporter une explication rassurante à toutes ces observations qui commençaient sérieusement à me perturber. Il m'a écouté avec une attention particulière, sans manifester la moindre surprise face à mon récit, avant de m'avouer, après un long silence pesant, que je n'étais malheureusement pas la première employée à lui rapporter ce genre d'incident au fil des années. Il m'a alors raconté une histoire que je n'avais jamais entendue jusque-là, une histoire que la direction préférait visiblement garder discrète, concernant un ancien bibliothécaire du nom de Monsieur Vasseur, disparu dans des circonstances mystérieuses plusieurs décennies auparavant. Bernard m'a expliqué que Monsieur Vasseur avait consacré toute sa vie professionnelle à cette bibliothèque, y travaillant pendant plus de 40 années consécutives, considéré par tous comme le véritable gardien de ce lieu qu'il connaissait mieux que quiconque, jusqu'au moindre recoin. Il avait pour habitude, disait-on, de rester très tard le soir après la fermeture officielle au public pour continuer à cataloguer, restaurer et étudier les ouvrages les plus anciens de la collection, une passion qui avait fini par occuper l'essentiel de son existence solitaire.
Une nuit d'hiver, alors qu'il travaillait seul dans la salle des archives comme il en avait l'habitude, un incendie s'était déclaré, probablement à cause d'un court-circuit dans une installation électrique vétuste que personne n'avait jugé nécessaire de moderniser à l'époque. Le corps de M. Vasseur n'avait jamais été retrouvé avec certitude parmi les décombres calcinés de cette aile du bâtiment, les flammes ayant consumé une grande partie de la salle avant que les secours ne parviennent enfin à maîtriser le sinistre cette nuit-là. Bernard m'a précisé que les registres municipaux de l'époque mentionnaient officiellement un décès accidentel, mais que plusieurs témoignages recueillis dans les jours suivant le drame évoquaient des circonstances plus troublantes, notamment le témoignage d'un pompier ayant participé aux opérations de secours cette nuit-là. Ce pompier, alors jeune recrue, avait raconté avoir vu ou cru voir une silhouette debout au milieu des flammes, immobile, comme figée face au brasier plutôt que cherchant désespérément à s'en échapper, une image qui l'avait profondément marqué au point qu'il refusait, des décennies plus tard, d'en reparler publiquement. Le rapport officiel de l'époque avait conclu que M. Vasseur avait probablement été surpris dans son sommeil, s'étant assoupi sur son bureau après une longue journée de travail, incapable de réagir suffisamment vite face à la rapidité de propagation des flammes dans cette salle remplie de papiers anciens et particulièrement inflammables. Bernard m'a avoué que cette explication officielle n'avait jamais totalement convaincu les employés de l'époque, certains soupçonnant que M. Vasseur, conscient du danger représenté par les flammes qui menaçaient sa précieuse collection, avait délibérément choisi de rester sur place plutôt que d'abandonner les ouvrages qu'il avait consacré sa vie entière à préserver. Bernard m'a confié, avec une gravité inhabituelle pour lui, que depuis ce drame, plusieurs générations d'employés avaient rapporté des phénomènes similaires à ceux que je venais de lui décrire, particulièrement lors des fermetures tardives dans l'aile ancienne du bâtiment. Certains parlaient d'une présence bienveillante, simplement attachée à ses livres qu'elle avait tant aimés de son vivant, continuant sa veille silencieuse bien après que la mort l'ait officiellement rattrapée cette nuit d'hiver funeste. D'autres, en revanche, évoquaient des expériences plus troublantes, des portes qui se refermaient d'elles-mêmes, des lumières qui s'éteignaient brutalement alors même qu'ils se trouvaient encore dans la pièce, comme si quelque chose cherchait activement à les faire partir avant l'heure prévue. Il m'a avoué que lui-même, plusieurs années auparavant, avait vécu une expérience qu'il n'avait jamais réussi à s'expliquer rationnellement et qui l'avait définitivement convaincu qu'il valait mieux, dans cette bibliothèque, ne jamais s'attarder inutilement après la fermeture officielle. Il m'a raconté, les yeux presque perdus dans le vague en évoquant ce souvenir ancien, qu'un soir de sa propre jeunesse professionnelle, alors qu'il fermait seul l'établissement, il avait entendu distinctement quelqu'un l'appeler par son prénom depuis la salle des archives, d'une voix grave et posée qu'il n'avait jamais pu identifier parmi ses collègues. Persuadé qu'il s'agissait d'un visiteur oublié dans le bâtiment, il s'était précipité vers cette salle pour la découvrir totalement vide, mais avec une chaise mystérieusement placée exactement au centre de la pièce, face à la porte, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir pour attendre patiemment son arrivée. Il n'avait jamais osé raconter cet épisode à qui que ce soit avant notre conversation, craignant d'être pris pour un simple affabulateur, mais il m'a avoué que cette expérience avait profondément changé sa manière d'aborder ses fermetures tardives, désormais toujours accompagnées d'un profond respect silencieux envers ce qu'il considérait comme l'esprit tutélaire de cet établissement. Cette conversation, loin de me rassurer comme je l'avais espéré, a considérablement renforcé mon anxiété grandissante face à mes rondes de fermeture quotidiennes, désormais chargées d'une signification bien plus troublante qu'auparavant. J'ai commencé à observer plus attentivement chaque détail de la salle des archives, cherchant consciemment ou non des signes de la présence de M. Vasseur, tout en redoutant profondément de véritablement les trouver un jour. Les incidents se sont multipliés dans les semaines suivantes, des livres anciens retrouvés soigneusement rangés dans un ordre différent de celui que j'avais laissé, des odeurs de fumée fugaces qui disparaissaient aussitôt que je cherchais leur origine dans la pièce. J'ai également remarqué que la température de cette salle particulière chutait systématiquement de plusieurs degrés à l'approche de 22 heures, un phénomène que j'ai d'abord attribué à la vétusté du chauffage, avant de comprendre qu'il se répétait avec une régularité bien trop précise pour être purement mécanique. J'ai passé plusieurs nuits agitées durant cette période, repensant cesse au récit de Bernard, à cette silhouette entrevue par le pompier au milieu des flammes, à ce sentiment d'inachèvement qui semblait imprégner chaque recoin de cette salle des archives que je fréquentais désormais avec un mélange complexe de peur et de fascination grandissante. J'ai fini par me rendre à la médiathèque départementale un jour de congé pour consulter les archives de presse locales relatives à cet incendie, cherchant à en apprendre davantage sur les circonstances exactes de ce drame qui semblait continuer à hanter les murs de mon lieu de travail des décennies plus tard. J'ai retrouvé plusieurs coupures de journaux datant de l'époque, décrivant l'ampleur du sinistre, l'émotion considérable suscitée dans toute la ville par la disparition de ce bibliothécaire respecté et les hommages nombreux rendus à sa mémoire lors d'une cérémonie organisée quelques semaines après le drame.
Un article en particulier a retenu mon attention, mentionnant que M. Vasseur avait entrepris dans les mois précédant sa mort un vaste projet de catalogage exhaustif de la collection ancienne, projet resté définitivement inachevé après sa disparition tragique et jamais véritablement repris par ses successeurs, faute de temps et de moyens suffisants. Un soir, alors que je procédais seul à la fermeture, un cas exceptionnel puisque Bernard était en congé cette semaine-là, j'ai décidé de m'attarder délibérément dans la salle des archives, porté par un mélange de curiosité professionnelle et de désir sincère de comprendre ce qui s'y passait réellement. Je me suis installé à l'une des grandes tables de lecture, sortant un ouvrage ancien de la réserve avec l'autorisation que mon statut me conférait, prétextant un travail de catalogage tardif pour justifier ma présence prolongée dans cette aile du bâtiment. J'ai ressenti dès les premières minutes cette même sensation d'être observé qui m'accompagnait désormais systématiquement dans cette pièce, mais j'ai choisi cette fois de ne pas fuir cette impression, restant assise et concentrée sur ma lecture malgré le malaise grandissant. Vers 22 heures précises, l'heure exacte de fermeture officielle de l'établissement, j'ai entendu distinctement des pas mesurés provenant du fond de la salle, avançant lentement entre les rayonnages les plus anciens vers l'endroit où je me trouvais installée. Je me suis figé sur ma chaise, incapable de me retourner immédiatement, mon cœur battant à un rythme que je ne me connaissais pas, tandis que les pas continuaient de se rapprocher avec une régularité presque mécanique dans leur cadence. J'ai fini par rassembler suffisamment de courage pour tourner lentement la tête vers le fond de la salle, découvrant une silhouette masculine vêtue d'un costume sombre d'une autre époque, se tenant immobile entre deux rayonnages à quelques mètres seulement de ma position. Son visage restait partiellement dans l'ombre, mais j'ai distingué des traits usés par l'âge, des lunettes rondes reflétant faiblement la lumière tamisée de la salle, et une expression que je qualifierais, encore aujourd'hui, de profondément mélancolique plutôt que menaçante. Je n'ai ressenti étrangement aucune peur véritablement paralysante face à cette apparition, mais plutôt une forme de compassion instinctive, comme si mon corps avait compris avant mon esprit que cette présence ne me voulait aucun mal. Nous sommes restés ainsi de longues secondes, immobiles l'un face à l'autre dans cette salle silencieuse, moi assise à ma table, lui debout entre les rayonnages, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours habituel pour nous permettre cette confrontation improbable entre deux mondes qui ne se croisent normalement jamais. J'ai remarqué, en observant plus attentivement sa silhouette, que ses vêtements portaient des traces subtiles de suie sur les manches, un détail troublant qui confirmait, s'il en était encore besoin, l'identité de cette présence face à laquelle je me trouvais désormais sans possibilité de doute raisonnable. Il tenait contre lui un livre relié de cuir dont je ne parvenais pas à distinguer précisément le titre depuis ma position, le serrant avec une tendresse presque paternelle, comme on tiendrait un objet auquel on accorderait une valeur bien supérieure à sa simple valeur matérielle. J'ai compris à cet instant précis que je me trouvais face à un homme qui continuait, par-delà la mort elle-même, à veiller sur cette collection qu'il avait tant aimée, incapable de s'en détacher complètement, malgré les décennies écoulées depuis sa disparition tragique. La silhouette s'est légèrement inclinée vers l'un des rayonnages, effleurant du bout des doigts la tranche de plusieurs ouvrages anciens, avec un geste d'une tendresse et d'une précision qui trahissait une familiarité intime avec chacun de ses livres. J'ai osé, malgré ma gorge nouée par l'émotion et l'appréhension mêlée, prononcer à voix haute le nom de M. Vasseur, cherchant à confirmer ce que je pressentais déjà avec une certitude grandissante face à cette apparition silencieuse. La silhouette s'est immobilisée à l'entente de ce nom, se tournant lentement vers moi, et j'ai eu la nette impression, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, qu'il venait enfin d'être reconnu par quelqu'un après des décennies d'anonymat spectral dans ce lieu qu'il continuait pourtant à veiller sans relâche. J'ai senti mes yeux s'embuer face à cette scène étrange et bouleversante, comprenant instinctivement que je me trouvais face à un homme qui n'avait jamais véritablement quitté son poste, continuant sa mission silencieuse bien au-delà des limites normales de l'existence humaine. Je lui ai parlé doucement, sans savoir vraiment s'il pouvait m'entendre au sens propre, lui expliquant que ses collections étaient toujours soigneusement entretenues, que la bibliothèque qu'il avait tant aimée continuait de vivre et d'accueillir chaque jour de nouveaux lecteurs passionnés, comme il avait dû l'être lui-même. La silhouette a semblé s'apaiser légèrement à ces mots, son expression mélancolique se teintant d'une lueur que j'ai interprétée comme un soulagement discret, avant de désigner du regard un rayonnage précis situé tout au fond de la salle, dans un recoin que je fréquentais rarement lors de mes rondes habituelles. J'ai suivi cette indication silencieuse, m'approchant prudemment du rayonnage désigné, et j'ai découvert, coincé derrière une rangée de livres poussiéreux, un petit carnet de cuir usé que personne, apparemment, n'avait jamais remarqué ni catalogué depuis toutes ces années passées dans l'ombre de cette étagère oubliée.
Quand je me suis retournée pour remercier cette présence de m'avoir guidée vers cette découverte inattendue, la silhouette avait déjà disparu, laissant derrière elle uniquement ce silence particulier et cette légère odeur de fumée qui accompagnait désormais chacune de mes visites tardives dans cette salle chargée d'histoire. J'ai emporté ce carnet chez moi cette nuit-là, incapable d'attendre le lendemain pour découvrir ce qu'il pouvait bien contenir après toutes ces décennies d'oubli au fond d'un rayonnage poussiéreux. Il s'agissait du journal personnel de Monsieur Vasseur, tenu quotidiennement pendant les dernières années de sa vie, révélant un homme d'une érudition remarquable, mais profondément solitaire, ayant sacrifié toute vie personnelle à sa passion dévorante pour cette bibliothèque et ses trésors littéraires. J'ai lu, bouleversé, ces dernières pages, écrites quelques jours seulement avant l'incendie fatal, dans lesquelles il exprimait une inquiétude grandissante concernant l'installation électrique vétuste de la salle des archives, redoutant précisément le drame qui allait finalement l'emporter quelques nuits plus tard. Il évoquait également, dans ses pages ultimes, son plus grand regret, celui de n'avoir jamais eu le temps de terminer le catalogage complet de la collection la plus ancienne de l'établissement, un projet auquel il avait consacré les 20 dernières années de son existence, sans jamais parvenir à l'achever entièrement avant sa disparition brutale. J'ai passé le reste de cette nuit-là à parcourir chaque page de ce carnet avec une attention presque religieuse, découvrant au fil des lignes un homme bien plus complexe et attachant que le simple fantôme mélancolique que j'avais entrevu quelques heures plus tôt entre les rayonnages de la salle des archives. Il y racontait ses lectures, ses découvertes bibliophiles, ses correspondances avec d'autres érudits de son époque, mais aussi, de manière plus intime, une solitude profonde qu'il semblait d'avoir choisie délibérément, préférant la compagnie silencieuse des livres à celle plus imprévisible de ses semblables vivants. J'ai découvert vers la fin du carnet une liste manuscrite détaillant précisément les ouvrages qu'il n'avait pas encore eu le temps de cataloguer, accompagnée d'annotations personnelles témoignant de la valeur particulière qu'il accordait à chacun d'entre eux, certains hérités de sa propre famille, d'autres acquis au prix de recherches minutieuses. Cette liste allait devenir, dans les semaines suivantes, ma feuille de route personnelle pour terminer ce travail resté en suspens depuis toutes ces décennies, une manière concrète de rendre hommage à cet homme dont l'existence entière avait été consacrée à la préservation du savoir. J'ai compris, en refermant ce carnet, que je tenais probablement entre mes mains la clé de cette présence persistante qui hantait notre bibliothèque depuis toutes ces décennies, cette tâche inachevée qui continuait manifestement à retenir son esprit prisonnier de ce lieu qu'il aimait tant. J'ai pris la décision dès le lendemain matin de reprendre personnellement ce projet de catalogage inachevé, consacrant mes soirées, bien après l'heure officielle de fermeture, à poursuivre méticuleusement le travail que M. Vasseur n'avait jamais pu terminer de son vivant. Bernard, mis dans la confidence à son retour de congé, a accepté de m'aider dans cette entreprise sans jamais poser de questions supplémentaires sur mes véritables motivations, comme s'il comprenait instinctivement, fort de sa propre expérience passée, l'importance profonde de ce que j'entreprenais ainsi. Durant les semaines qui ont suivi, j'ai ressenti une présence constante mais désormais rassurante à mes côtés lors de ces séances de catalogage tardif, comme si M. Vasseur veillait attentivement sur l'avancement de ce travail qu'il avait tant espéré voir aboutir un jour. J'ai terminé le catalogage complet de cette collection ancienne un soir de printemps, plusieurs mois après ma première rencontre avec cette silhouette mystérieuse dans la salle des archives, ressentant un sentiment d'accomplissement mêlé d'une émotion que j'ai eu du mal à contenir pleinement. J'ai déposé le dernier fichier terminé sur la table centrale de la salle, murmurant à voix haute que le travail était enfin achevé, que sa mission pouvait désormais trouver son terme après toutes ces décennies d'attente silencieuse au sein de ces murs familiers. Une brise légère, inexplicable dans une pièce parfaitement close, a soudainement traversé la salle, faisant frémir délicatement les pages du dernier ouvrage encore ouvert sur ma table, avant de s'apaiser aussi soudainement qu'elle était apparue quelques instants plus tôt. J'ai ressenti à cet instant précis une paix profonde envahir progressivement toute la pièce, différente de cette tension latente qui m'accompagnait habituellement lors de mes visites tardives, comme si quelque chose venait enfin de se relâcher après une attente beaucoup trop longue. J'ai cru apercevoir dans le reflet d'une vitrine protégeant l'un des ouvrages les plus précieux de la collection la silhouette familière de M. Vasseur, se tenant une dernière fois entre les rayonnages qu'il avait tant aimés avant de s'incliner légèrement dans ma direction, comme pour me remercier silencieusement de ce travail enfin mené à son terme. Cette image s'est dissipée presque aussitôt que je me suis retournée pour la contempler directement, ne laissant derrière elle qu'un silence apaisé et cette certitude diffuse que quelque chose venait effectivement de trouver sa conclusion naturelle dans cette salle chargée d'histoire. Je suis restée encore un long moment ce soir-là, simplement assise dans le silence de cette pièce redevenue paisible, savourant cet instant suspendu entre deux mondes que j'avais eu le privilège rare de pouvoir un temps réconcilier grâce à ce travail patient de mémoire et de reconnaissance.
J'ai quitté la bibliothèque cette nuit-là avec un sentiment de plénitude que je n'avais jamais ressenti auparavant dans l'exercice de mes fonctions, consciente d'avoir accompli bien plus qu'un simple travail de catalogage administratif. Les incidents étranges ont cessé presque complètement dans les semaines qui ont suivi cette soirée particulière, les livres restant sagement à leur place, les températures redevenant normales, ce sentiment persistant d'être observé s'estompant progressivement jusqu'à disparaître totalement. Je continue néanmoins, encore aujourd'hui, à ressentir une forme de tendresse particulière pour cette salle des archives où je me rends toujours volontiers, sans plus jamais éprouver la moindre crainte, simplement porté par le souvenir ému de cette rencontre extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre. J'ai fait relier le petit carnet de M. Vasseur avec le plus grand soin avant de le déposer officiellement dans la collection permanente de la bibliothèque, accompagné d'une petite notice expliquant son histoire et son importance pour quiconque souhaiterait un jour comprendre pleinement l'âme véritable de cet établissement centenaire. Je ne sais toujours pas avec certitude ce qui se passe réellement certains soirs dans cette bibliothèque une fois les portes officiellement closes au public, mais je sais désormais une chose avec une conviction absolue, c'est que certains lieux gardent en eux la trace indélébile de ceux qui les ont aimés jusqu'au-delà même de leur propre existence terrestre. J'ai quitté ce poste depuis quelques mois maintenant, non pas à cause de ce que j'ai vécu dans cette salle des archives, mais simplement parce qu'une opportunité professionnelle m'a mené vers un autre établissement, dans une autre ville, où je continue aujourd'hui d'exercer ce métier que j'aime profondément. Je repense souvent à Monsieur Vasseur, à cette silhouette mélancolique aperçue entre les rayonnages poussiéreux, à ce carnet de cuir usé qui a fini par tout changer dans ma compréhension de ce lieu que je croyais pourtant connaître parfaitement, après des mois passés à en arpenter chaque couloir. Bernard m'a écrit récemment pour me confirmer que tout restait calme dans cette aile historique du bâtiment, que la présence semblait effectivement s'être apaisée depuis que le catalogage avait été mené à son terme, comme si cet homme avait enfin trouvé le repos qu'il cherchait depuis toutes ces décennies passées entre deux mondes. Je garde de cette expérience un souvenir précieux, mélange complexe de peur initiale, de curiosité grandissante et finalement d'une profonde tendresse pour cet homme dont la passion pour les livres avait su transcender jusqu'à sa propre mort, continuant de veiller sur son œuvre bien au-delà de ce que la raison ordinaire pourrait accepter d'admettre. J'espère sincèrement que M. Vasseur repose désormais en paix, quelque part entre les pages de ces livres anciens qu'il a tant chéris de son vivant, et je ne peux m'empêcher de sourire chaque fois que je pousse la porte d'une nouvelle bibliothèque, me demandant quel gardien silencieux veille peut-être, lui aussi, sur ces trésors de papier bien après l'heure officielle de fermeture. Aujourd'hui encore, quand je ferme seul un établissement le soir, j'ai pris l'habitude d'adresser un dernier regard bienveillant vers les rayonnages les plus anciens avant d'éteindre les lumières, une petite marque de respect silencieuse envers tous ceux qui, quelque part, continuent peut-être de veiller sur les livres qu'ils ont aimés toute leur vie. Cette histoire m'a appris que l'amour véritable, celui qui pousse un être à consacrer toute son existence à préserver le savoir pour les générations futures, ne s'éteint peut-être jamais complètement, même lorsque la mort vient prématurément interrompre l'œuvre d'une vie entière. Et c'est peut-être cela, au fond, la plus belle leçon que M. Vasseur m'ait offerte, bien plus précieuse encore que ce carnet de cuir usé, retrouvé au fond d'un rayonnage oublié depuis des décennies entières. Alors la prochaine fois que vous pousserez la porte d'une bibliothèque ancienne, tard le soir, juste avant la fermeture, écoutez bien le silence entre les rayonnages, car quelqu'un, quelque part, veille peut-être encore sur ces pages qu'il a tant aimées, fidèle gardien invisible d'un savoir précieux qu'aucune mort ne pourra jamais totalement lui arracher. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous, fermez bien vos portes, et retrouvons-nous demain soir à la lueur de la bougie.